Marc Andevel, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je m'appelle donc Marc Andevel, je suis journaliste, je travaille notamment pour le journal économique La Tribune, pour le mensuel Le Monde Diplomatique, pour d'autres publications. J'écris des livres d'enquête, je parle de l'État français effectivement, du rapport de l'État français, de nos institutions aux enjeux internationaux. Je m'aperçois que les tensions entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus croissantes. J'essaye de comprendre la petite place du pays France dans ce choc-là. C'est la France sous emprise des deux superpuissances, la Chine et les États-Unis. Comment finalement le pays est écartelé entre ces deux superpuissances. J'ai fait juste une enquête qui montre par exemple sur le terrain européen comment les Allemands défendent eux leurs intérêts nationaux très clairement. Et donc on peut être européen et défendre ses intérêts nationaux, c'est pas incompatible. Une superpuissance, une grande démocratie comme les États-Unis ont lancé depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est assez ancien en réalité, une guerre économique tout azimut, y compris à l'égard de ses alliés, tout simplement pour garder et conserver le leadership économique au niveau mondial. Et donc ça passe bien évidemment par des attaques juridiques à l'encontre de grands groupes. Dans le livre, d'ailleurs, j'évoque pas que Alstom, j'évoque Alcatel, bien évidemment. Même au-delà d'Alstom, je crois qu'Alcatel, c'est un cas extrêmement emblématique de nos faiblesses structurelles aujourd'hui du pays France. Un des constats de l'enquête, c'est que les intérêts privés sont de plus en plus imbriqués aux intérêts étatiques et interétatiques, aux enjeux énergétiques, industriels et stratégiques des États. Mais ça se percute plus particulièrement sur la France, de mon point de vue, parce que justement, comme les dirigeants de ce pays, pas uniquement politiques, mais sont réfugiés facilement dans une idéologie néolibérale et surtout pro-entreprise, du marché, enfin voilà, on est dans les grands concepts, on n'est pas dans la vraie vie en fait. En se réfugiant dans ces concepts-là, on laisse dépérir en fait la situation, de mon point de vue, parce qu'en face, les autres, ils fourbissent leurs armes. La France s'est désarmée petit à petit, tant d'un point de vue industriel que d'un point de vue stratégique, tant d'un point de vue de renseignement. Mais De Gaulle, par exemple, dans sa stratégie d'indépendance nationale, notamment sur l'aéronautique, sur le nucléaire et sur également les télécommunications, avait décidé, dans cette stratégie d'indépendance nationale, de demander au SDEC, donc le service extérieur à l'époque, l'ancêtre de DGSE, de mener une offensive considérable à l'égard des intérêts américains. Et donc la France a espionné le programme nucléaire américain. Nos espions à l'époque ont espionné des grandes entreprises américaines. Les Américains d'ailleurs ne se sont pas laissés faire. Ils ont longtemps considéré la DGSE comme trop proche de l'Union soviétique. Enfin, ils considéraient que la DGSE était gangrénée par les espions soviétiques. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Zemmour, même Pécresse, enfin tout le monde en parle de l'indépendance du pays, de l'autonomie stratégique. Il va falloir se pencher sur le sujet. C'est une crise de régime. La Ve République est totalement à bout de souffle. Et elle est à bout de souffle notamment sur tous les enjeux stratégiques qu'on a décrits. Il n'y a pas d'équipe France, mais il y a des solutions russes, des solutions chinoises dans le nucléaire et des solutions américaines qui se bataillent autour de notre nucléaire civil, du nucléaire civil français. Donc là, je raconte tous les coulisses, mais actuellement, EDF, l'ex-Framatome maintenant qui a été racheté par EDF, qui était Areva NP, et tous les acteurs du nucléaire sont en fait démunis parce qu'en termes d'ingénierie, de savoir-faire, de transmission de ces savoir-faire, beaucoup d'acteurs, c'est pas moi qui invente, c'est la manière dont on présente les choses en interne, en off, les gens d'EDF, plein de gens qui ont pu me parler. En gros, on ne sait plus fabriquer totalement une centrale nucléaire. De toute façon, on n'a pas les équipes. La France, petit pays, mais avec quelques secteurs encore stratégiques, se retrouve finalement un petit peu embêté dans ce choc mondial actuel. On a laissé toute notre technologie partir dans les usines en Chine pour des raisons de courte vue, d'argent facile, de poids des actionnaires et de l'idéologie actionnariale et boursière sur ces groupes-là. Et à l'époque, ça convenait finalement au cercle de la raison, comme on dit, à l'ensemble des dirigeants politiques et économiques. Alors Olivier Marleix, un des rares responsables politiques, a tracé son sillon sur les questions industrielles d'une manière assez courageuse, qui rapporte un dialogue avec un ancien conseiller, Dominique Strauss-Kahn, dans les années 90, qui dit de toute façon les ouvriers c'est sale. Derrière l'idée de l'efficacité économique, il y avait aussi l'idée de on va se débarrasser de la lutte des classes en France, et donc on veut surtout pas d'usines, parce qu'avec les usines on a des ouvriers. Dans le cadre géopolitique mondial, jusqu'à présent, la donnée à prendre en compte c'était le pétrole principalement. Et là il y a deux changements majeurs, c'est que les États-Unis sont devenus en partie autonomes grâce au gaz de schiste et au pétrole de schiste. Une des vraies raisons du choc entre la Chine et les États-Unis, d'un point de vue industriel, technologique,
et stratégique, c'est ces métaux rares. Il y a plein de gens qui sont hyper formés, mais malheureusement, de mon point de vue, ils ne sont pas engagés dans la sphère publique et dans le débat politique. C'est tout le paradoxe d'ailleurs du macronisme et de la disruption macronienne, comme on est dit. On assiste à la destruction des quelques ferments à la fois de contre-pouvoir institutionnel et de lieux de vie démocratique qu'étaient les partis politiques. Quoi qu'on pense des partis politiques, quand il y a le monde qui se détruit, si on crée rien à côté, eh ben c'est la catastrophe. Il y a tout un pan d'organisation politique qui a trépassé parce que les responsables politiques eux-mêmes, de tous bords, sont totalement ubérisés en fait. En fait, le populisme, c'est quoi? C'est l'idée d'un homme, une femme présidentielle en contact direct avec les Français. Forcément, avec les réseaux sociaux, ils peuvent avoir ça. Et d'une certaine manière, c'est très bien que grâce aux réseaux sociaux, ça crée de la démocratie. Mais dans le même temps, les réseaux sociaux, entre guillemets, la mobilisation par les réseaux sociaux ne suffisent pas à créer de l'expertise et du collectif. Alors ça crée du collectif de lutte sociale, mais ça crée pas forcément du collectif d'intelligence collective. Les partis politiques n'avaient quasiment plus ça en leur sein. Depuis 20 ans, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a qu'à voir l'évolution du Parti socialiste depuis 30 ans. Les partis politiques, c'était les sas qui permettaient la prise de contrôle de l'État. Mais la prise de contrôle de l'État d'un point de vue de politique publique. Donc maintenant, on se plaint, à raison, des cabinets privés, du management public, comme on dit, qui est en fait l'utilisation d'outils de grandes firmes internationales et transnationales, des solutions qu'on met sur l'État, mais c'est pas comme ça qu'un État et une vie démocratique devraient réellement être organisés. Il faut juste être quand même conscient que quand on ne forme pas des espaces collectifs de discussion à tout niveau, de transfert d'informations, ça peut poser un problème proprement stratégique. Le problème démocratique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va plutôt faire du Hanouna que de présenter les vrais enjeux stratégiques auprès de la population la plus large. Le problème, c'est que ça crée des chapes de plomb, ce système. Ça crée du mensonge par omission. Et donc après, ça crée du complotisme, entre guillemets, enfin ce qu'on appelle complotisme, ça crée du fantasme, parce qu'en fait les gens, ils sont en recherche d'explications la plupart du temps. Pourquoi ça pose un problème démocratique, l'information? C'est que quand ce n'est qu'une partie de la population qui dispose des informations stratégiques, le débat démocratique est biaisé. Il y a quand même une difficulté dans le débat public d'ouvrir les vrais débats. Même quand elles sont posées, les enjeux sont très mal décrypté. Et c'est une responsabilité qui est collective, indépendamment de la personne d'Emmanuel Macron. C'est pas avec un homme ou une femme seule qu'on va pouvoir emmener le pays. Il faut débattre. On peut pas dire on n'a pas trouvé mieux, donc gardons la Ve République. Et on voit bien que ça ne fonctionne plus. Et ça fonctionne plus parce que la Ve République est totalement verticale dans un monde qui est aussi très global et très horizontal. Donc il y a une confrontation d'idéologie qui aboutit à plusieurs bugs. On va dire c'est comme ça. En fait, on est en train d'assister à ce que j'appelle la fin du consensus néoconservateur, c'est-à-dire les démocraties occidentales face à l'ennemi de l'islam. Et on est là au cœur des nouvelles luttes géostratégiques et géopolitiques où Chine, États-Unis, Russie et Israël jouent des partitions qui sont totalement différentes des réflexes de relations internationales et qu'on a pu encore avoir dans le passé encore très proche. Les Européens, de mon point de vue, ils devraient aller chez l'ophtalmo, quoi. Ils devraient adapter leur vision parce que je pense qu'Emmanuel Macron est conscient de tout ça, pour le coup. J'ai dit conscient. J'ai pas dit qu'il avait une stratégie. Tout mon livre montre qu'il est ballotté, qu'il est perdu. Et en fait, il est très impuissant face à cette bascule-là. En fait, il est conscient que le consensus néoconservateur a éclaté. Emmanuel Macron est conscient de ça. Emmanuel Macron est conscient de ces tensions-là, et notamment des tensions entre Israël et les États-Unis. Après, est-ce que ça fait l'objet d'une vraie stratégie pour la France? C'est autre chose. D'ailleurs, on le voit avec l'Ukraine, il a essayé de faire le conciliateur. Ça fait bien longtemps que les Russes ne prennent pas au sérieux Emmanuel Macron, malgré ses tentatives de dialogue et compagnie. Comme il est considéré comme pas fiable par les partenaires, parce qu'il change de position tous les 4 matins, mais sur le dossier russe, très clairement, Emmanuel Macron s'est opposé pour des raisons, là pour le coup, d'intérêt national direct, on va dire, au projet Nord Stream 2, notamment auprès de Bruxelles, dès 2019, face à l'Allemagne, qui avait un intérêt, un avantage comparatif. Certains analystes ont cru qu'il s'alignait là sur les États-Unis. En fait, il ne s'alignait pas sur les États-Unis, il défendait juste son bout de gras, entre guillemets, et le bout de gras de la France pour le coup, face à la stratégie gazière de l'Allemagne, qui a l'ambition d'être un hub gazier sur l'Europe entière, et donc de monnayer cette position de hub gazier sur l'Europe entière. Là, il y a un enjeu important. Tout le monde parle du groupe franco-allemand. On a la prétention d'être dans l'égalité de l'Allemagne, alors que l'Allemagne est largement plus puissante sur le plan économique. Alors on dit toujours la France a l'armée, la bombe nucléaire et tout ça, mais dans les faits,
il y a des divergences stratégiques et sur le dossier énergétique qui sont considérables entre la France et l'Allemagne. Quand Emmanuel Macron parle d'Europe de la défense, il se réfugie dans un certain standing de puissance au nom de l'Europe. Et en réalité, dans les faits, ça n'a pas fonctionné durant tout son quinquennat. Comme il s'est opposé à Nord Stream 2 auprès de Bruxelles, les Russes le savent. Et Vladimir Poutine le sait. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ne le prennent pas totalement au sérieux, parce que pour eux, c'est un casus belli, la question du gaz, bien évidemment. Et puis pour rajouter au bazar, la France a aussi d'énormes intérêts gaziers et pétroliers en Russie. Quand on évoque la question gazière et l'Europe, on parle seulement de certains gazoducs, on ne parle jamais de Total. Et on ne parle jamais du fait que le gaz, et ça c'est les Allemands qui l'ont poussé à Bruxelles, va être considéré comme une énergie dite verte, ce qui est quand même la blague, parce que c'est une énergie carbonée. Et on devient de plus en plus dépendant du gaz russe, parce que les dirigeants européens n'ont pas du tout anticipé l'affaiblissement des réserves dans la mer du Nord, en Norvège. L'un des derniers ferments de puissance dans la mythologie républicaine et de la Ve République et de ce régime présidentialiste, c'est la force de dissuasion nucléaire, que d'ailleurs Macron, quand il était banquier chez Rothschild et membre à plein titre de la deuxième commission Attali, effectivement, avait proposé aux autres membres de la commission Attali, pour faire des économies, la suppression de la force de dissuasion nucléaire. Il a dit tu te tais petit parce que c'est ce qui garantit notre siège. Voilà, et Jacques Attali lui fait la leçon à l'époque, et il a évolué depuis. L'importance du nucléaire dans l'organisation étatique, ça explique aussi beaucoup pourquoi l'État français, sur tout un tas de sujets ultra sensibles, reste dans un silence important et dans une opacité importante, parce qu'en fait, la culture qui prime, c'est celle de la raison d'État. J'apporte plein d'autres éléments sur l'histoire à Oran. Jusqu'à quel point l'Élysée était au courant et à partir de quel moment, c'est quand même relativement intéressant quand on sait que la Haute Cour de justice se penche sur le sujet et tout le monde vise Agnès Buzyn, qui de mon point de vue ressemble plus à un beau fusible, un beau bouc émissaire dans cette histoire-là, parce que en fait, vraisemblablement, le ministère de la Santé a été contourné au début de la pandémie, ce qui explique aussi, sous un autre éclairage, sous un autre jour, le fait qu'ensuite tout était réglé dans le cadre des fameux conseils de défense à l'Élysée. Avec ce fameux secret. Le secret défense, la raison d'État. Voilà, à un moment donné, il faudra peut-être ouvrir les archives. 150 ans. Tout ça pour expliquer, certaines personnes s'étonnent du silence, du malaise du débat, fuite de labo, pas fuite de labo, ça peut très bien sortir d'un labo qui n'est pas celui du BSL4. Le débat scientifique continue, mais l'extrême prudence sur le sujet vient de tout ce contexte-là, la raison d'État. Le fameux secret. On retrouve ce secret. Le secret défense. Le secret défense, la raison d'État.